Le petit déjeuner politique. Et ce matin, pour le petit déjeuner politique, c'est Laurent Hénart, maire de Nancy, qui est avec nous et président du mouvement radical. Bonjour Laurent Hénart. Bonjour. Vous êtes l'un de ces maires de grandes villes qui comptaient. Vous avez entendu Emmanuel Macron hier au Congrès des maires. Est-ce qu'il a répondu à vos attentes ? Oui, sur deux sujets principaux quand même. Le premier... quand même, ça veut dire que... Non, ce que je veux dire, c'est que c'est pas facile d'arriver à un Congrès de maires de France et d'en sortir parfois vivant, parce que vous avez des maires de grandes villes, vous avez des maires de villages, il y a du rural, il y a des banlieues, enfin, il y a des réalités de territoire très différentes. Mais je pense qu'il a clarifié les choses au moins sur deux sujets. Le premier, il a bien dit que là, il y avait un acte 2 de son quinquennat, que sur des sujets comme l'évolution des dotations, comme la révision de l'organisation des intercommunalités, enfin des choses qui compliquent le quotidien des communes, des élus et des services dans les communes, il allait aller au bout du toilettage de la législation. Et d'ailleurs, François Baroin, le président, a très bien dit ce qu'on pense tous, c'est que les nouveaux ministres qui ont été mis en place ont établi un vrai dialogue avec les élus locaux. Deuxième chose sur laquelle il a été clair aussi, et je pense que c'était attendu, c'était les sujets de sécurité publique, au sens large, sur lesquels les maires se retrouvent exposés. La sécurité publique, c'est normalement une responsabilité de l'État, sauf que les habitants, quand ils vous croisent dans la rue et qu'ils ont des inquiétudes sur leur sécurité, ils en parlent au maire. Après, il a annoncé un chantier sur la décentralisation, auquel moi, en tant que radical, je suis très favorable, sur lequel tout reste à faire. Voilà, dire... attendez, alors là, c'est là où on a du mal quand même à comprendre. Et le grand public va se dire, mais attendez, la décentralisation, ça fait plus de 30 ans qu'on l'a mise en place. Vous êtes maire, il y a des communautés de communes, il y a déjà des régions, il y a des départements. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, alors ? Ce qu'on peut faire, alors là, par contre, il l'a dit et j'ai trouvé ça encourageant. Ce qu'on peut faire déjà, c'est clarifier tout ça. Quand il a dit, il ne faut pas seulement un transfert il y a déjà 10 ans, j'avais entendu ça. Il y a 5 ans, j'avais entendu ça aussi. Sauf qu'il y a 5 ans, ça n'a vraiment pas clarifié le système. On a réduit les régions déjà. La loi MAPTAM et la loi NOTRe, on ne va pas rentrer là-dedans, c'est un débat spécialiste. On va peut-être regarder ce qui intéresse les gens. Aujourd'hui, prenons deux sujets concrets pour les gens. L'emploi et la transition écologique. Je crois sincèrement que donner plus de pouvoir aux régions et aux communes, ça permettrait d'être beaucoup plus efficace parce qu'on collerait mieux au terrain. Alors, on va prendre deux exemples très simples. En matière d'emploi, moi je pense que les régions pourraient gérer Pôle emploi. Elles ont le développement économique. Elles s'occupent de la formation professionnelle. Pourquoi pas leur confier la gestion des politiques d'emploi, Pôle emploi, les emplois aidés, dans les associations, etc. Pourquoi pas même d'ailleurs leur confier l'intégration des bénéficiaires du RSA. Parce que le sujet principal du bénéficiaire du RSA, c'est de retrouver un travail. Deuxième exemple, la transition écologique. Cette idée de taxe carbone qu'on a voulu amener au plan national. Je pense qu'elle serait plus facile à conduire au plan local. Je vais prendre l'exemple de la Lorraine, de ma région. Les Lorrains savent tous que les autoroutes sont saturées, que c'est compliqué d'aller au Luxembourg, qu'il y a des voies ferrées nord-sud de Nancy vers Dijon et Lyon qui fonctionnent de moins en moins bien. Je pense que c'est plus facile, avec l'idée d'un projet concret pour développer les déplacements en Lorraine de manière écologique, d'expliquer qu'on fait un petit peu plus de taxes que de le faire au plan national avec des citoyens qui savent pas où passe l'argent. Donc je trouve qu'en matière de décentralisation, ce qu'on pourrait faire, c'est des vrais blocs de compétences. Dire voilà, maintenant, la région, elle fait ça, et c'est que la région qui le fait. Oui, mais alors attendez, parce que la mairie fait ça, et c'est que la mairie qui le fait. Pour faire, il faut du personnel. Ça veut dire que vous allez encore embaucher, alors qu'on dit déjà qu'il y a dans la fonction publique territoriale beaucoup trop de monde. Le président l'a dit, et c'est ce qui n'a jamais marché jusqu'à maintenant. Donc c'est là où ça va être un vrai défi pour lui de réussir. C'est qu'il a dit voilà, transfert de responsabilité et de compétences, transfert de moyens et de ressources. C'est-à-dire que normalement, ce que l'État doit faire, c'est dire je vous confie par exemple la politique de l'emploi, ce qu'on a évoqué. Donc je vous transfère à l'instant T l'ensemble des agents de l'État qui travaillent à la direction du travail et de l'emploi. Voilà. Donc, et qui s'occupent des politiques de l'emploi. Puis après, c'est vrai qu'on en fait ce qu'on en veut. Donc il y a des territoires qui feront des économies, il y en a d'autres qui décideront d'augmenter les impôts, mais en même temps, les électeurs, ils pourront sanctionner ou reconduire. C'est l'intérêt de la décentralisation aussi. C'est que les décisions soient moins aveugles, moins générales, qu'elles soient plus concrètes, plus proches, et que donc votre bulletin de vote soit aussi, je dirais, du coup, plus efficace. Est-ce que vous ne croyez pas, parce qu'il y a certains élus qui disent c'était des beaux discours, on a l'habitude avec Emmanuel Macron, il est très fort pour ça, mais derrière, est-ce que ça verra véritablement le jour ? Je rappelle que... Parce que ça, c'est pas de l'immédiat, quoi. Je rappelle que pendant 2 ans, quand même, on avait des difficultés à se comprendre. À se parler peut-être. À se comprendre surtout. Entre les élus locaux et le gouvernement. Là, il y a une volonté de terminer cette séquence et d'écrire une nouvelle page. Bon, je pense qu'il faut dire banco. D'autant plus qu'il y a eu comme des gestes du gouvernement. Moi, comme maire, je peux témoigner que la dotation de la mairie de Nancy, depuis 2017, elle ne baisse plus.
Alors, je veux bien que certains nous donnent des leçons, mais François Hollande, il m'a retiré 10% de mes recettes en 3 ans. Ouais. Alors après, on a fait un plan d'économie, on n'a pas augmenté les impôts, on a fait des efforts de gestion. Mais enfin, c'est toujours moins d'argent pour les services publics locaux aux habitants de Nancy. Ouais. Donc, il y a quand même eu des changements sur l'évolution des dotations collectivités. Il y a une loi actuellement en discussion qui vise quand même à résoudre beaucoup de sujets concrets dans le fonctionnement des collectivités. Ça, je pense que c'est des avancées qui ne peuvent pas être contestés. Bon, le grand sujet devant nous, c'est de réussir une nouvelle étape de décentralisation qui, à mon avis, est le seul moyen de transformer le pays. Bon, on va voir. En tout cas, à vous entendre, vous êtes quand même très Macron-compatible, hein, Laurent Hénard. Vous êtes candidat de nouveau à la mairie de Nancy. C'est normal, je suis radical. Oui. Mais je veux dire, comment voulez-vous qu'un radical qui n'a jamais aimé les excès de la confrontation droite-gauche, qui est pro-européen, qui pense qu'il faut une action sociale qui corrige les excès du marché, ne se sente pas proche de ce que dit le président de la République qui défend les mêmes options. Après, on a nos particularités. On est sûrement plus exigeant sur le plan social. On est beaucoup plus exigeant sur la décentralisation et les collectivités locales. Et puis sur la laïcité, les radicaux sont intransigeants. Ça, c'est clair. Et vos rapports avec les Républicains alors ? Pour la mairie de Nancy. Est-ce que vous allez avoir le soutien de la République En Marche, des Républicains également ou pas ? Alors, la République En Marche a fait part de son soutien. C'était d'ailleurs une discussion qu'on a eue localement avec la députée du département qui est installée à Nancy, Carole Grandjean, avec la référente. Et du côté des Républicains, on a un travail qui est de qualité. Je rappelle qu'il y a des élus républicains, qui sont d'ailleurs connus, qui participent à la majorité municipale aujourd'hui. Valérie Debord, qui est vice-présidente à la région Grand Est, qui préside même le groupe majoritaire de la région. Jean-François Husson, qui est sénateur. Bon, ils sont dans l'équipe municipale et je pense qu'ils y sont. Je pense qu'ils y sont bien, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'impression que les valeurs défendues ne sont pas compatibles avec les leurs, que les actions conduites ne sont pas partagées par leur famille politique. Moi, mon idée, c'est de rassembler largement. Et je pense que c'est ce que veulent les gens pour une élection municipale. Ils s'en foutent de savoir si c'est tel parti contre tel parti. À la rigueur, je pense que plus on rassemble large, plus on leur amène la garantie qu'il y a une majorité municipale indépendante. C'est ce que vous allez faire. Donc vous représentez officiellement, c'est quand est-ce que vous l'annoncez ? Alors, présentation de candidature, lancement de campagne, mi-janvier. Mi-janvier, bon, mais il n'y aura pas de surprise, vous y allez parce que vous aimez bien votre ville. J'ai encore beaucoup d'idées pour ma ville. Laurent Hénard, absolument. Alors, est-ce qu'il y aura des listes communautaires dans votre ville ? Emmanuel Macron s'est déclaré favorable à des listes communautaires. En tout cas, il dit qu'il ne faut pas les interdire. Attendez. Vous devriez l'inviter pour qu'il vous réponde. Non, oui, parce qu'il a dit qu'il ne faut pas prononcer leur interdiction. Donc, à un moment donné, il faut être clair, il faut être cash quand même. Non, 2 choses. D'abord, à Nancy, on n'a pas de liste communautaire par bonheur. Vous allez peut-être en avoir. C'est une ville où on est intransigeant sur la laïcité et c'est une ville où on arrive aussi à dialoguer avec les différentes religions pour que chacun sente bien que la laïcité permet à la religion de s'exercer dignement, mais qu'il y a des principes sur lesquels on ne peut pas revenir, et notamment la neutralité des services publics. Sur les listes communautaires, moi je voudrais faire simplement 2 remarques. 1, je pense que sincèrement, quand on en est là, on arrive trop tard. Je rappelle que la loi permet de fermer des lieux de culte. La loi permet d'interdire des écoles hors contrat. La loi permet aussi, bien sûr, d'interdire des partis politiques dont sont sortis ces listes. Donc je pense que ce qu'il faut, c'est agir en temps utile. Aller interdire une liste communautaire à 15 jours du scrutin, parce que pour l'interdire, il faut qu'elle soit déposée. Je veux dire, vous imaginez le climat dans lequel vous allez faire l'élection municipale. Je pense que c'est contre-performant. On va avoir le résultat inverse de ce qu'on souhaite. Si on veut empêcher qu'il y ait des listes qui soient des listes en fait qui participent à l'intégrisme, parce que elles ont des messages islamistes qui sont contraires à l'ordre républicain tel qu'il est aujourd'hui. Il faut travailler avant. Et de ce point de vue-là, le Parti radical a très tôt attiré l'attention sur la loi de 1901. Aujourd'hui, quel est le vecteur principal utilisé par les intégristes islamistes? C'est justement le vecteur de l'association. L'association qui vient faire du soutien scolaire à domicile, l'association qui fait du sport. Ça, vous le rencontrez beaucoup sur le terrain? Ça, je crois que tous les maires le voient. Et là, on a besoin, avec l'État, parce qu'on ne peut pas le faire seul, nous, maires, dans notre commune, on a besoin avec l'État de mettre de la laïcité dans la loi de 1901 sur les associations. Mais alors, si ces gens des associations dont vous parlez à l'instant aussi se glissent dans des listes communautaires, vous ne pourrez rien faire alors, puisque vous dites que ce sera trop tard. C'est là où on a du mal quand même à comprendre et à saisir. Je vais essayer de vous répondre encore plus brièvement. Qu'est-ce qui est le plus dangereux aujourd'hui? Est-ce que c'est une liste qui va faire 0,5, 1%? Ou est-ce que c'est des maires de grandes villes qui séparent les femmes des hommes dans les piscines?
et qui sont dans des partis qu'on qualifie d'honorables. Je pense à Martine Aubry à Lille, issue du Parti Socialiste. Honnêtement, je crois sincèrement que le travail, il est à faire déjà dans chaque formation politique. Les élus, ils ne doivent pas céder à la tentation clientéliste. C'est vous qui le dites, 0,5 ou 1%. On peut très bien atteindre. Dans certaines villes, il y a eu beaucoup plus. Alors ça a été très limité au nord de Paris, mais c'est vrai que ça existe. Mais ne faites pas la politique de la France à partir de 3 cas de banlieue parisienne. On fait toujours la politique de la France à partir de Paris. Moi, à Nancy, j'ai pris une position nationale, mais je l'ai défendue localement sur le port de signes religieux lors des sorties pédagogiques sur temps scolaire par les parents qui accompagnent les enfants, en disant que pour moi, ils étaient collaborateurs, même bénévoles du service public, et que donc la neutralité s'appliquait. Il y a eu des militants de gauche pour aller dans les quartiers, dire vous avez vu le maire, il est anti-musulman vu sa position sur le voile. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, un des vrais vecteurs du communautarisme, c'est une partie des élus bien pensants, qui néanmoins font du clientélisme avec ces réseaux islamistes pour espérer gagner les élections. Là, ça c'est un vrai sujet. Laurent Hénart, interdire des listes 15 jours avant le scrutin, à mon avis, c'est beaucoup trop tard. Si on doit en arriver là, c'est que la République est très mal en point. Laurent Hénart, pas très loin de chez vous, dans l'est de la France, une religieuse a été interdite d'une maison de retraite parce qu'elle porte toujours son voile. Quelle est votre réaction ? Alors, moi, je vous dis le fond de ma pensée, je ne l'aurais pas fait. Mais après, je connais le maire de alors, Vesoul. une religieuse chrétienne, je oui, bien sûr. Oui, absolument. Alors, une bonne sœur. Le cas, d'un mot, le cas. Il y a un règlement dans cette maison de retraite. Est-ce qu'il est anormal qu'il y ait un règlement dans la maison de retraite ? Non, parce que une maison de retraite, c'est pas une rue, c'est pas une place, c'est pas un hall de gare, c'est pas le hall de ma mairie. C'est un lieu fermé quand même, pour des raisons de sécurité. Tout le monde n'y va pas. C'est réservé à certaines personnes. Donc c'est normal qu'il y ait un règlement d'usage du lieu. Et c'est vrai que ce règlement estimait que pour que les différentes convictions cohabitent bien, il fallait éviter de porter des signes religieux. Bon, moi personnellement, je n'aurais pas pris dans la maison de retraite de la ville de Nancy ce règlement, mais je pense que la question peut être posée, et je pense qu'elle se traite d'ailleurs localement. Après, je voudrais surtout que... Voilà, on souligne bien le fait que c'est toujours le même cas que l'école. C'est-à-dire c'est le cas de public fragile. Quand on parle de maison de retraite, on parle de personnes âgées. Donc par le règlement, on essaye de protéger un public qui est un public vulnérable. La laïcité, c'est ça aussi. C'est la neutralité du service public, c'est la protection des personnes vulnérables. Le mot de la fin avec Cécile de Ménibus, Laurent Hénart. En 2018, Emmanuel Macron avait enterré le plan présenté, banlieue présenté par Jean-Louis Borloo. Là, il voit le film des Misérables. Il presse du coup le gouvernement a trouvé des idées justement pour les conditions de vie dans les quartiers. Est-ce qu'il n'y a pas un problème ? Ah si, je pense que le travail qui avait été fait par Jean-Louis Borloo était un excellent travail et qu'on aura perdu 1 an ou 2, ça c'est clair. Certains disent qu'il découvre finalement la banlieue. Le chef de l'État. C'est quand même un débat dans toutes les familles politiques. L'idée de dire est-ce qu'on fait un plan massif ou est-ce que ça sert à rien. Enfin, je fais court, mais c'est un peu ça. Moi, en tant que maire, je suis attaché au plan massif. Sur des quartiers à Nancy comme le Haut-du-Lièvre, on a vu la vie des gens changer grâce au plan Borloo 1. Et on a préparé un plan Borloo 2, qu'on a d'ailleurs présenté aux habitants lundi dernier. Donc je crois qu'à des quartiers en situation exceptionnelle, en matière de machines sociales en panne, machines à intégrer, à éduquer et à faire réussir en panne, il faut un plan exceptionnel. Et vous avez toujours des technocrates, des fonctionnaires à Bercy, pour dire que ça coûte beaucoup d'argent pour pas grand-chose, parce que ça ne résoudra pas le problème de la pauvreté, de l'exclusion, etc. Mais 2 ans, c'est long quand même. Je pense que le président aurait dû prendre la décision beaucoup plus tôt d'accompagner le plan Borloo ou de le confier à quelqu'un d'autre. À la rigueur, le sujet, c'est pas Borloo, même si j'ai beaucoup d'estime et d'admiration pour Jean-Louis. Le sujet, c'est surtout de se dire que grâce à Jean-Louis Borloo, et grâce à Jacques Chirac, qui est le président qu'il avait voulu à l'époque, à partir de 2002, on a eu une politique d'exception pour nos banlieues. Et que les fruits commencent à arriver pour les collectivités qui s'y sont engagées. Et c'est un effort qu'il faut faire dans la durée. Ces quartiers-là, on s'en est pas occupé, on les a malmenés pendant 30 ou 40 ans. Donc il faut bien 10 ou 20 ans de travail pour corriger le tir. Merci Laurent Hénart, maire de Nancy et président du mouvement radical, était l'invité ce matin de Sud Radio. Et restez avec nous dans un instant, dans quelques instants, Stéphane Bern sera avec nous pour revenir sur ce nouveau coup de gueule sur l'État qui doit tenir ses promesses, justement. Il est 7h58. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio.